16h. BX1 +, Radio de Bruxelles. Radio de Bruxelles. Podcast Plus avec Jean-Jacques Deleu. Podcast Plus et aujourd'hui un peu de bienveillance, c'est notre collection du jour et notre thème c'est le centre de prévention suicide qui nous a envoyé une écoutante, Marie, qui va nous expliquer en quoi cela consiste et surtout comment on aide tous ces gens qui appellent, qui sont en détresse. Podcast Plus avec Jean-Jacques Deleu. Un peu de bienveillance aujourd'hui, et la bienveillance, c'est aussi d'écouter les gens qui sont en détresse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler du centre prévention suicide avec une de ses écoutantes, c'est comme ça que ça s'appelle, Marie, qui est bénévole au centre prévention suicide. Bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-nous un peu d'abord comment vous êtes arrivé à écouter des gens qui appellent parce qu'ils sont sur le point de se suicider. Bah écoutez, je suis venue un peu par hasard. J'avais envie d'exprimer mon intérêt pour des personnes un peu plus fragilisées. Et je suis venue vraiment par hasard en répondant à une annonce sur bénévolat. Je recherchais un bénévolat à faire. Parce que je voulais profiter d'une flexibilité au niveau de mes horaires. Et donc, c'est un peu par hasard que je suis tombée sur la prévention du suicide. Vous n'aviez pas spécialement imaginé que Non. vous alliez répondre au téléphone. Non. C'est pas parce que vous aviez vu Le Père Noël est une ordure que vous avez dit j'ai envie de répondre. Pas, parce que d'abord, on ne sait pas si on est capable de faire ça. Donc, c'était vraiment pour moi une expérience. Et puis, en fait, je me suis rendu compte... parce qu'on bénéficie d'une formation. En fait, une fois qu'on s'inscrit, on reçoit une formation assez complète. Et c'est quoi la formation ? Donc, c'est d'abord essayer de comprendre la problématique du suicide, comment faire face à des appels. Donc, il y a des explications, des jeux de rôle, des supervisions de groupe, individuelles. Donc, tout ça... ça s'échelonne sur 2-3 mois. Donc, il y a de la co-écoute. On apprend aussi à... Ah oui, c'est ça, voilà. en test ou en stage. Quoi. Exactement, ouais. Voilà. Donc, ça, c'est très important. C'est très, très important. Je trouve que la co-écoute permet vraiment de se rendre compte, vraiment. Là, on est sur le terrain et voilà. Et voilà. Et vous êtes rendu compte assez rapidement que vous étiez faite pour ça ? Au fil des réunions, je me suis rendu compte que finalement, voilà, chaque fois je passais un cap et j'avais des bons échos des formatrices. Donc en fait, voilà. Ça vous a incité à continuer. Voilà. Et vous faites ça depuis 5 ans. Depuis 5 ans maintenant. Et à quel rythme vous faites ça ? Eh bien, écoutez, je fais pour ma part, entre 6 et 10 heures d'écoute par semaine. Ouais. Que vous faites dans les locaux du centre ? Alors, au début, on faisait ça dans les locaux. Et puis, suite au Covid, on a développé de l'écoute à domicile. Mais vous pouvez aujourd'hui faire domicile et... les deux sont possibles. Les deux sont possibles. C'est vrai que technologiquement, il n'y a pas de problème. Voilà. Et alors, il y a un point important, c'est que l'écoutant est anonyme. Donc, quand on appelle, on ne sait pas qui on a au téléphone. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas voir votre visage aujourd'hui pour ne pas vous reconnaître. C'est pas que vous ne voulez pas, mais c'est l'habitude. C'est l'habitude, voilà. Parce que autant l'appelant que l'écoutant, on veut rester vraiment dans l'anonymat. On n'est pas du tout là à savoir qui est là. On écoute vraiment juste la problématique de l'appelant. Et c'est pour ne pas non plus instaurer une habitude. Parce qu'il y a énormément... Il y a des gens qui appellent plusieurs fois. Voilà. Et donc, d'emblée, on essaye de garder vraiment cet anonymat pour que les personnes ne tentent pas d'appeler à certaines heures pour nous avoir, nous. Enfin, voilà. Il pourrait y avoir une tendance à peut-être essayer de remplacer une thérapie en se disant « je vais toujours appeler la même personne ». Exactement, voilà. Oui.
tout à fait. Eh bien, ce que je vous propose, c'est d'écouter une psychologue qui travaille avec le Centre de prévention suicide. Elle était interrogée à l'occasion de la journée, c'était la semaine dernière, pour la prévention du suicide. C'était pour faire connaître un peu ça chaque année, qu'il y a moyen de lutter contre ce fléau. C'est Hélène Nechi-Porenko qui répondait aux questions de nos confrères de Radio Arbel. Ce qu'on a constaté, c'est que cette crise sanitaire, elle a clairement amplifié la crise suicidaire parce qu'il y a des conséquences évidemment socio-économiques comme la perte d'emploi, la perturbation des soins de santé qui participent à augmenter les facteurs de risque suicidaire, comme par exemple ça peut susciter évidemment de l'anxiété, de l'isolement, de la pauvreté. Et puis il y a évidemment un climat qui est très insécurisant, qui constitue une perte de repères pour des individus qui sont déjà fragiles. Alors, quels sont les moyens mis en place justement par le Centre de prévention pour prévenir le suicide ? Et donc, il y a différents services au Centre de prévention du suicide, dont une ligne d'écoute qui se fait donc dans l'anonymat et la confidentialité. Donc, c'est un numéro qui est gratuit, qui est le 0800 32123 et qui donc permet à des personnes qui ont des idéations suicidaires d'être entendues dans leur souffrance par des bénévoles qui sont formés à l'écoute active par le centre. Il y a aussi un espace forum d'entraide qui est sur le site internet. Il y a une cellule d'intervention psychologique de crise, donc composée de psychologues qui proposent un accompagnement gratuit aux personnes en proie à des idéations suicidaires et à leur entourage, ainsi que aux professionnels qui sont en lien avec ces personnes. Il y a également un accompagnement de deuil après suicide pour les personnes qui ont perdu un proche par suicide. Une équipe qui permet en fait de sensibiliser, de former des professionnels à la question. Donc c'est l'équipe de formation. On a aussi un centre de documents spécialisés, voilà. Et c'est un peu les différents services. Et est-ce qu'il y a des signes à partir desquels on doit commencer à s'inquiéter, des signaux d'alerte ? Alors, il y a des signes qui peuvent être directs ou indirects, des phrases plus directes comme « je veux en finir », mais il y a aussi des personnes qui peuvent avoir un discours plus indirect comme en disant « ma vie est inutile ». Donc voilà, ça c'est au niveau verbal. Maintenant, au niveau des comportements, il peut y avoir un isolement, une consommation abusive d'alcool, en tout cas des comportements qui reflètent une souffrance psychique. On peut parfois remarquer une hyperactivité soudaine, ou au contraire une extrême lenteur, ou certaines personnes qui vont commencer à donner des objets. Donc il faut être attentif évidemment à cela. Après, il y a aussi des situations qui sont en elles-mêmes fragilisantes, comme par exemple des ruptures, le deuil. En tout cas, ça crée une grande vulnérabilité et ça peut augmenter le risque. Donc voilà, c'est important d'être attentif à ce qu'on perçoit, à ce qu'on entend, à ce qu'on voit chez ces personnes qui ont l'air plus fragiles. Podcast Plus avec Jean-Jacques Deleu. C'est vrai, il faut faire attention à ce qu'on dit quand on a quelqu'un au téléphone. Bien sûr. Ça, c'est rentré chez vous assez facilement comme habitude, le choix des mots? Oui, tout à fait. Mais c'est aussi avec l'expérience et au fil des appels qu'on acquiert de l'expérience. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que nous, en tant qu'écoutants, je trouve qu'on évolue. On évolue en permanence. C'est-à-dire qu'on trouve par rapport au fil des appels, on trouve de l'assurance, on trouve des formules, ouais. etc. Mais il faut être très, très, très attentif, en effet, au moindre détail, même sonore, que l'on peut écouter, savoir d'où la personne nous appelle, où est-ce qu'elle est exactement, si elle est chez elle, si elle est bien installée. Vous lui demandez ça en général? Oui. Sans trop rentrer dans le détail, puisque vous ne pouvez pas personnaliser trop l'appel, évidemment. Tout à fait. Est-ce que ça ressemble à ces conversations qu'on peut entendre parfois sur les radios très tard, quand une psychologue parle avec des gens qui l'appellent et qui ne sont pas toujours sur le point de se suicider, bien sûr, mais est-ce que c'est comme ça, cette espèce d'écoute active? Oui, bien sûr, tout à fait. En effet, active. Quand on parle d'écoute active, c'est vraiment d'être
comme je me répète, c'est d'être attentif au moindre signe. au moindre signe, au moindre détail. Chaque mot a son importance et c'est aussi essayer de refléter ce que la personne nous amène, d'essayer de lui... C'est-à-dire Oui. de reformuler ce De qu'elle dit. reformuler pour être sûre que elle est sûre de ce qu'elle dit. Voilà, ça c'est important aussi. Est-ce que vous laissez des silences ou bien est-ce que vous brisez Bien les sûr, silences? on peut laisser des silences. Mais est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on doit? C'est pas obligatoire, mais c'est important de laisser des silences, ça c'est sûr, oui. Oui. Il ne faut pas combler non plus. Il faut vraiment laisser la personne venir, qu'elle ait confiance. Il ne faut pas la bousculer, il ne faut pas trop l'interroger non plus. C'est vraiment elle qui doit nous amener ce qu'elle a envie. Et c'est ça qui est important, c'est vraiment ce climat de confiance qu'il faut installer. Qu'il faut installer. On dit souvent que c'est une écoute citoyenne, d'égal à égal. C'est pour ça que nous sommes tous des bénévoles non professionnels dans le domaine de la psychologie, etc. On est vraiment des citoyens à l'écoute des autres et on s'intéresse aux autres. Voilà. C'est-à-dire, ça pourra aller jusqu'au fait que la personne que vous avez au téléphone, demain, elle pourrait être écoutante pour une autre, si elle se porte mieux, par Bien exemple. sûr, oui, tout à fait. Et à partir de quel moment savez-vous que la conversation est terminée? Alors lui, ça c'est aussi... c'est souvent compliqué d'amorcer une fin d'appel, parce que vous avez des personnes qui peuvent rester avec vous des longs moments, mais une fois que vous sentez que vous avez fait le tour de ce qu'elle pouvait nous amener, voilà, on revient à... Moi, en fait, j'ai un petit cahier, je note toujours la première phrase que l'appelant me dit. Et comme ça, je peux revenir à cette première phrase, et pour qu'elle sente qu'on a fait un peu tout le tour de la... Donc, par exemple, quelqu'un vous dit « je vous appelle parce que je me sens pas bien ». Oui. À un moment donné, Voilà. vous allez lui demander « est-ce que vous vous sentez Voilà. mieux ?» Et finalement, maintenant, depuis l'appel, qu'est-ce ouais. qui se passe? Est-ce que vous vous sentez apaisé? Ou bien vous pouvez le dire vous-même, parce que ce qui est très important aussi, c'est le timbre de voix. Vous pouvez avoir des personnes qui appellent dans l'urgence, qui sont, etc. Et puis on les entend se calmer. Et ça, c'est très important de le dire aussi. Ah, mais là, je vous sens plus apaisé. Là, qu'est-ce qui se passe? Donc un petit renforcement positif. Voilà, même, c'est vous ça. leur faites. Voilà. Et une durée normale d'un coup de fil? Une c'est durée combien? normale, je dirais, c'est 20 minutes. 20 minutes. Voilà. Mais il y a certains appelants avec qui on peut rester plus longtemps. Tant qu'on sent que la crise suicidaire n'est pas calmée, on peut rester. Voilà. Est-ce que parfois vous vous sentez obligé de prévenir la police, les pompiers, Ah oui. les ambulances? Oui. Comment ça se passe? Alors, dès que nous avons établi un danger, quel qu'il soit, où la personne nous dit, voilà, exactement si elle a pris certains médicaments ou si elle est sur le bord d'une fenêtre, etc., ou si on entend que la personne commence à s'endormir ou perd connaissance, alors nous avons un protocole à mettre en place. C'est-à-dire que là, on n'improvise plus, on a notre cahier de protocole devant nous et on doit répéter certaines phrases. Et si au-delà de... si je m'abuse, je ne sais plus combien de temps, mais 30 secondes, nous pouvons appeler le 112 et expliquer la situation. Mais pour autant que la personne nous ait donné son nom et son adresse, bien sûr. Et son accord ou pas? Et son accord, oui. Oui. Et ça vous est déjà arrivé de tomber sur des situations de crise? Je touche du bois. Moi, ça fait 5 ans que je fais ça. Je n'ai jamais dû appeler le 112. Jamais. Maintenant, je ne fais pas des heures peut-être cruciales. Je ne fais jamais la nuit. Oui, c'est sans doute la nuit que voilà, que vous avez ça se des heures, déclenche évidemment. plutôt. Oui. Vous faites la journée. Oui. Et en journée, c'est plutôt des gens qui se sentent seuls, isolés. Il y a une grande solitude, il y a une grande détresse. Il y a des gens, oui, qui ont vraiment des pensées suicidaires, mais
qui appellent justement pour essayer de freiner. Voilà. Merci d'avoir déjà donné tous ces détails, Marie. Je trouve qu'on voit déjà, enfin qu'on entend, comme c'est déjà plus clair. Et on va entendre dans quelques instants une de vos collègues, Lise, qui aussi est écoutante, et on écoutera un peu son expérience à elle, et on verra ce qui est proche et ce qui l'est moins entre vos deux expériences. Mais tout d'abord, une page de pub, et juste après, l'étincelle de Berthier. Entre 16h et 17h sur BX1+, Podcast Plus, avec Jean-Jacques Deleu. Et notre collection aujourd'hui, un peu de bienveillance, et on parle de la prévention du suicide avec des écoutants du Centre Prévention Suicide. On a parlé avec Marie tout à l'heure, et là nous allons joindre une autre écoutante, Lise. Bonjour Lise. Bonjour. Alors vous aussi, vous conservez un anonymat demandé par l'ensemble des écoutants. Donc c'est pour ça qu'on donne votre prénom, mais on donne pas de nom de famille, et que vous êtes avec un masque avec nous. Alors Lise, quel est votre trajet, votre parcours à vous? Comment en êtes-vous venue à écouter des gens en détresse? En fait, c'est quelques mois avant l'arrivée de la retraite que je me suis mise à la recherche d'une activité qui pouvait continuer à donner du sens à mes activités, à ma vie. Et j'ai retrouvé une vieille interview radio, donc j'espère que celle-ci va faire des petits. Et quand j'ai entendu cette interview, je me suis dit, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire et pour lequel je me sens une affinité. Et donc, j'ai envoyé une lettre de candidature au centre de prévention, et c'est comme ça qu'a démarré le cheminement. Mais qu'est-ce qui vous a touché particulièrement dans cette interview? Ce qui m'a touchée, c'était l'humanité. C'était vraiment ce sens d'être en contact avec ce qu'on a de plus intime, et cette capacité aussi, par l'écoute active qu'on développe au centre, de rencontrer des gens et de les accompagner dans des moments de crise, de sorte qu'ils puissent retrouver un tout petit peu plus de sérénité dans ces moments difficiles. Ça fait combien de temps que vous faites ça, Lise? Ça fait un peu plus de 2 ans. Est-ce que vous êtes, quand vous terminez une session, est-ce que vous êtes lessivé, fatigué, ou bien vous avez encore beaucoup de dash et d'énergie pour affronter le reste de la journée? Ma réponse est mixte, parce que c'est vrai que ça donne une certaine fatigue, mais d'un autre côté, ça vous rend plus humain, plus prêt à aller à la rencontre des autres. Et donc, moi, quand je sors du centre et que je reprends le tram, je me sens toujours mieux qu'au moment où j'arrive. Je me sens plus bienveillante et finalement, je ressors avec du peps, globalement. Donc, vous sentez bien parce que vous avez aussi l'impression, et c'est pas que l'impression, d'avoir fait quelque chose d'utile. Ça vous fait du bien à vous, et en plus, c'est utile aux autres. C'est ça qui est curieux, c'est que c'est une activité au service de l'autre, mais on se fait du bien à soi aussi. On rencontre l'autre, on a souvent des belles rencontres et qui peuvent démarrer dans la crise et se terminer dans des rires, dans des moments où on crée quelque chose d'intime avec l'autre. Et donc, oui, ça me fait du bien, certainement. Pourtant, on sait que rien ne sortira de la conversation que vous aurez. Il n'y a pas de nouvelles amitiés, il n'y a pas de rencontres, mais même si ça se passe bien, ça restera dans l'anonymat complet. C'est pas une frustration, ça? Non, pas du tout. Je pense que c'est une garantie pour qu'on puisse le faire en toute honnêteté et en toute ouverture d'esprit. C'est de savoir que c'est un moment ponctuel, une rencontre qui se fait parce qu'il y a des réelles rencontres, mais qui va se terminer. Et je pense que c'est des conditions pour être authentique de chaque côté de la ligne. Et quelle était votre formation? Parce que vous avez dit que vous avez commencé ça avec la retraite, mais avant, vous faisiez quoi? Est-ce que vous étiez déjà dans ce milieu peut-être plus psychologique ou d'aide aux personnes? J'étais dans la communication, donc j'avais certainement une capacité d'écoute et un intérêt pour l'autre, oui. Ouais. Et c'est une expérience que vous recommandez à d'autres personnes autour de vous? C'est certainement une expérience que je recommande. C'est très enrichissant pour les autres, bien sûr, à qui on vient en aide, et pour soi. On se découvre encore des capacités
et on s'enrichit en faisant cette écoute active. Est-ce que c'est plus féminin que masculin? Parce qu'ici, là, j'ai 2 écoutantes. Je ne vous connaissais pas toutes les 2, donc c'est en parlant avec les responsables du centre prévention suicide qu'ils vous ont conseillé. Est-ce que c'est plus féminin que masculin? Je ne sais pas, je pense qu'il y a des hommes qui font ça très très bien, et d'ailleurs l'écoutant qui avait fait ce témoignage qui m'a convaincu d'aller vers le centre, c'était un homme. Et je pense que les hommes sont très capables de faire ça aussi. Il n'y a pas de question d'âge non plus? Il n'y a pas de question d'âge. Dans notre communauté de bénévoles, il y a des jeunes qui sortent de l'UNIF, et il y a, comme moi, des jeunes retraités et aussi des plus âgés. Donc, non, il n'y a pas d'âge, ce n'est pas une condition. Non, mais ce n'est pas une condition, mais parfois on peut retrouver un peu plus de personnes d'un certain âge que d'autres. Est-ce que parmi ceux qui appellent, il y a aussi une typologie de ceux qui appellent, où vous avez l'impression que c'est toujours très différent, ceux que vous avez en ligne? C'est à chaque fois un nouvel appel, et c'est difficile en tant qu'écoutant, parce qu'on a les appels qu'on a durant les heures où on est sur la ligne, et donc on ne peut pas tirer de statistiques. C'est des situations très différentes dans la détresse, dans le niveau de détresse, dans le type d'appel, dans les problèmes que les gens vous rapportent, très très diversifiés. Alors Marie nous disait qu'elle faisait plutôt des heures de journée, donc elle ne tombait pas nécessairement pendant les moments de crise. C'est votre cas vous aussi, ou bien vous faites des nuits aussi de temps en temps? Rarement, mais ça m'arrive, et j'ai déjà eu des appelants en situation de crise, et des situations où j'ai dû faire appel au 112, au service d'urgence. Ouais. Et dans des cas pareils, vous suivez ce qui se passe, ou comment ça se passe, ou vous arrivez à raccrocher, ou bien vous attendez en ligne que les services de secours arrivent? Comment ça se passe? Le but, c'est d'attendre avec la personne. Une fois qu'on a appelé le service 112, on reprend l'appel et on l'accompagne jusqu'à ce que les services de secours soient sur place. Donc en général, c'est plutôt pour de bonnes nouvelles. En général. Oui. En fait, tout le défi, c'est d'arriver à créer le contact pour que la personne qui vous appelle alors qu'elle a posé un acte violent accepte de vous donner ses coordonnées pour que vous puissiez lui adresser des secours. Et c'est pas trop lourd, ça, comme responsabilité? C'est des moments qui sont lourds, oui. Et c'est clair que à ce moment-là, tout le cadre du centre, tout ce qui est prévu pour vous accueillir, vous, en tant qu'appelant qui avez reçu un appel de ce type-là, est capital pour vous aider à retrouver la sérénité. Merci Lise, en tout cas, pour ce témoignage qui apporte encore des éléments supplémentaires au premier témoignage, celui de Marie qu'on a entendu. Et je vous propose d'écouter un 3e témoignage, et c'est un homme, Lise, vous avez raison. Alors, je ne sais pas si c'est le même que vous aviez entendu il y a 2 ans. Et là, c'est Franz qui était interrogé par Radio Panique ces derniers jours. On l'écoute. Alors, parmi ces bénévoles, il y a Franz. Bonjour Franz. Bonjour. Franz, hein, je le prononce correctement? Oui, Franz avec un S. Ah, Franz. Franz. Merci d'être venu nous parler aussi. Et vous êtes écoutant bénévole? Oui, je suis écoutant bénévole depuis déjà 15 ans. Et c'est un bénévolat vraiment extrêmement riche, tellement il m'apporte, moi, des satisfactions, parce que je découvre... au travers des appels que je reçois, d'autres personnes. C'est toujours l'inconnu. Quand quelqu'un appelle, c'est l'inconnu, on ne sait pas ce qui va se passer. Et ça fait la richesse de ce bénévolat, des entretiens qu'on a, d'être disponible, de favoriser l'écoute. Et pour favoriser l'écoute, c'est une grande tolérance, aucun jugement, et laisser venir la parole, en essayant de la favoriser, en se centrant sur... On se rend compte qu'il y a des choses importantes qui sont dites dans une conversation. Et relever, pas tout de suite, mais par exemple après, pour que la personne aille plus loin. Ouais, on essaye. Et ça donne souvent des résultats assez curieux. Enfin, curieux, non, enrichissants, parce que la personne nous parle de façon anonyme. C'est des appels toujours anonymes. Et quand c'est anonyme, on peut s'exprimer, je pense, de façon beaucoup plus large, dire des choses qu'on ne dirait jamais même à un ami proche, parce qu'on sait que c'est anonyme.
Et c'est très sécurisant pour la personne, et je pense aussi pour l'écoutant qui reçoit des choses parfois très dures. Mais quand l'entretien est terminé, c'est pas comme une psychothérapie où on revoit la personne, on sait qu'on va la revoir. Ici, c'est l'entretien qui compte. Et on serait étonné du nombre de choses qui peuvent se passer en entretien quand ça se passe bien. Et pour que ça se passe bien, c'est chaque fois une aventure. Et je vis cette aventure depuis 15 ans et je ne suis pas prêt de la quitter. Très important ce que vous venez de dire. Vous parliez de non-jugement. Est-ce que c'est ça le principe central de l'écoute, c'est d'accueillir la parole de l'autre sans la juger ? Oui, bien sûr, sans la juger, en faisant fi de ces a priori qu'on pourrait avoir, parce qu'on a tous des a priori, et d'où l'important de la formation qu'on reçoit, d'où l'important des supervisions auxquelles on peut s'exprimer, qui peuvent parfois être pas faciles, parce que ça met aussi en cause notre personnalité, ça met aussi... pas en cause, mais ça met aussi... on peut être devant des difficultés parce que ça nous... C'est confrontant. C'est confrontant et ça peut nous toucher parfois très fort. Mais moi, je sais aussi que c'est pas mon problème. C'est le problème de l'autre que j'entends. Et même si je suis touché, et heureusement que je suis souvent touché, il y a cette distance qui permet de continuer à être bénévole sans être... envahi et blessé parfois. C'est pas évident, mais c'est passionnant. Je vous assure. Entre 16h et 17h sur BX1+, Podcast Plus, avec Jean-Jacques Deleu. Donc là, on a entendu Franz, qui lui, est écoutant depuis plus de 15 ans. Et vous le connaissez, en fait, Oui. Marie. Oui, je le connais bien. Et pourquoi c'est quelqu'un qui vous a aidé à vous former ? Lors de ma formation, je l'ai écouté. J'étais co-écoutante. Donc, je trouve qu'il a une manière déjà très calme et très posée. Il a une belle voix. Voilà. Et voilà, il m'avait impressionné. Comme il m'impressionne toujours autant. Alors, on a vu avec Lise que la raison pour laquelle elle avait commencé à s'intéresser à la prévention du suicide et à ses coups de fil, c'était venu d'un appel téléphonique et aussi la volonté, quelque part, de se sentir utile, de faire quelque chose. Vous, dans votre cas, vous avez dit que vous cherchiez un bénévolat. Oui, j'avais aussi envie d'être utile. Mais pourquoi vous vouliez être utile à ce moment-là ? Parce que je pense que la plupart des bénévoles qui viennent justement à la prévention du suicide ont envie d'apporter une expérience de vie. Donc moi, j'ai une expérience de vie qui n'est pas simple. J'ai un fils de 23 ans qui est autiste. Et il y a quelques années, j'ai pu avoir un peu plus de temps devant moi. Et je me suis dit, mais j'ai envie de donner ce temps à quelque chose... qui pourrait faire du bien aux autres. Et de s'occuper finalement de gens qui ont peut-être autant de fragilité que votre fils, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Et je pense que en élevant un enfant autiste, on acquiert quand même beaucoup d'expérience au niveau de la patience. C'est-à-dire, parce que c'est pas spécialement bien connu. Et il y a plusieurs types d'autisme aussi. Bien sûr. Ici, j'ai encore de la chance d'avoir un enfant qui a accès au langage et on peut avoir vraiment des conversations, des échanges, des conversations. Mais malgré tout, ça demande beaucoup d'énergie et de patience. Pourquoi ? Parce que vous devez répéter beaucoup de choses, c'est ça ? Voilà. Et une des problématiques ici aussi à la prévention du suicide, c'est les appels, comme on appelle les appels des habitués, qui reviennent avec chaque fois la même histoire. Et voilà, on est là pour écouter, mais
moi, j'ai jamais eu de difficulté par rapport à ça. Au contraire, ça me rassurait. Et, Ça vous rassure quand on vous dit plusieurs fois la même chose? Oui. Et parce qu'en fait, c'est à vous, pour ne pas être lassé de ces appels, c'est à vous de vous réinventer. Et moi, je pense que c'est ce que j'ai fait avec mon fils autiste. C'est à vous de vous réinventer à chaque fois, de trouver des choses qui l'apaisent et voilà. Donc, voilà. Et de ne pas s'énerver. Et de ne pas s'énerver et d'être attentif aux moindres détails qui pourraient changer justement cette habitude, la même histoire. C'est ça, c'est un peu les signaux dont vous parliez tout à l'heure. Oui. Il faut être à l'écoute du moindre signal. Tout à fait. Que ce soit à la fois pour votre fils ou la personne qui appelle. Mm-hmm. Et quand vous faites cette activité d'écoutante, est-ce que c'est non-stop? Est-ce qu'il y a des gens tout le temps ou bien il y a des longs moments? Bien sûr, vous pouvez patienter. Vous pouvez ne pas avoir d'appel pendant 1 heure même. Voilà. Et puis, mais on a besoin d'énergie aussi pour être prête et prêt, dispo pour oui, écouter. c'est ça. Il faut, comme je vous dis, moi je fonctionne souvent par tranche de 2 heures parce que ça demande quand même beaucoup d'investissement. Il faut être comment on dit, il faut être à l'écoute, il faut être attentif, il faut. Oui, c'est ça. Moi, maintenir souvent, l'attention plus de 2 heures, c'est sans doute difficile. Tout à fait. Il faut pas s'asseoir, mettre les pieds sur table et attendre que ça se passe. Non, je trouve que c'est physique en même temps. Il faut se tenir bien droite, concentré, écouter les moindres un peu détails. comme ce que Lise nous disait, c'est quand vous repartez du centre ou quand vous arrêtez chez vous de faire de l'écoute, vous vous sentez comment? Ah ben bien. J'ai l'impression d'avoir fait, c'est bête à dire, hein, mais d'avoir fait une bonne action. Oui, on se sent bien. Et ça vous gêne pas d'écouter votre fils à ce moment-là? Non, ça me donne de l'énergie. Ça me donne envie de revenir, de revenir sur la ligne. Oui. Écoutez, merci pour ces informations et ces explications. On va parler du recrutement et comment ça se passe, à la fois le recrutement des appelants, mais aussi le recrutement des écoutants. Podcast Plus avec Jean-Jacques Deleu. Un peu de bienveillance dans ce Podcast Plus où on parle de prévention au suicide avec une écoutante du Centre Prévention Suicide, Marie, qui nous expliquait un peu comment ça se passe et comment on recrute les écoutants, Marie. Donc vous avez répondu à une annonce, Lise avait entendu une interview. Ça se passe toujours comme ça? Je pense, oui. Vous pouvez taper bénévolat sur Bruxelles, vous trouvez le site de la prévention du suicide. Vous pouvez répondre à une annonce. Ils font de la publicité dans le métro, il y a des affiches, devenez bénévole, ils font des campagnes, du bouche à oreille. Dans les bénévoles, il y a aussi pas mal d'étudiants en psychologie qui viennent, soit en fin d'année, qui n'ont pas de boulot, qui viennent se faire une formation en plus. Oui, voilà. Et il y a, on entendait dans pas mal d'explications, notamment lors de cette journée spéciale sur la prévention du suicide, que ce qui était compliqué, c'est qu'il y avait quand même une grande tournante dans les écoutants. Bien sûr, parce que ça demande quand même un investissement au niveau temps. C'est pas toujours évident. Il faut être vraiment toujours dans des bonnes dispositions, être bien... je dirais bien ancré, avoir les pieds bien sur terre, ne pas avoir d'aléas, enfin voilà. Donc, je pense que c'est pas facile de trouver des bénévoles qui restent sur le long terme. Voilà, mais à partir du moment où certains... voilà, comme moi, j'ai vraiment instauré ça dans mon quotidien. Vous ne voyez pas arrêter pour l'instant? Ah non, du tout. Ça me nourrit.
Mais qu'est-ce qui fait qu'on arrête lors d'une formation, qu'on arrête assez Parce rapidement? que je pense qu'on ne se sent pas capable d'entendre tout le temps la souffrance, le malheur. Voilà, je crois qu'il faut vraiment s'entourer, être bien entouré soi-même d'abord, d'être dans des bonnes conditions pour entendre la souffrance et des autres. Et je crois que oui, c'est pas toujours d'avoir les bons mots et tout ça, c'est pas toujours facile. Parfois, je me dis aussi, parfois je rate des appels parce que j'ai pas été. Ça peut arriver. On se dit tiens, j'aurais dû être mieux ou voilà. Ou réagir à tel moment ou à tel autre. Oui. Et parfois, vous entendez des choses incroyables que vous n'imaginiez pas. Oui. Mais incroyable dans le sens où c'est beaucoup de blessures dans l'enfance, de la maltraitance, beaucoup de misère humaine, comme je dis. Il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Ah oui. Est-ce que vous avez vu une évolution des choses ces 5 dernières années? Parce que ça fait 5 ans que vous le faites. Une évolution, non, je dirais que finalement, vraiment les personnes qui viennent avec des grandes souffrances, c'est souvent lié à la petite enfance. Et elles viennent pas d'emblée en disant ça. C'est vraiment quand elles se sentent bien, en confiance, que tout d'un coup, voilà, hop, ça sort, ça, et on se rend compte qu'il y a énormément de souffrance, et de maltraitance et de malchance. Moi, je dis de la malchance. Donc ça veut dire qu'on appelle pour un problème peut-être très ponctuel. Oui. Et qu'on se rend compte qu'en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus lourd derrière. Beaucoup plus, oui. Exactement. Et c'est des gens qui ont déjà souvent consulté, ou bien c'est des gens, c'est un premier appel, une bouée lancée? Souvent, ils nous le disent aussi, qu'ils consultent, mais qu'ils ont envie d'une écoute plus d'égal à égal, comme je disais avant, de citoyen à citoyen, où on est sans jugement, où ils sentent pas, ils ne sentent pas qu'on analyse tout ce qu'ils disent. Donc, ils se sentent parfois plus à l'aise sur la ligne de la prévention du suicide, justement, qu'avec leur psychologue ou psychiatre. C'est différent. Alors, on a dit au début de l'émission qu'il y avait d'autres... il n'y avait pas que le coup de fil, il y avait aussi des forums sur Internet. Vous intervenez là sur les forums, vous? Non. Ça, c'est non. Mais souvent... Mais qu'est-ce que ça demande des compétences différentes? Je pense que les forums, c'est pour un échange d'expériences ou des personnes qui sont venues sur la ligne, qui ont envie de... Donc c'est complémentaire de la ligne téléphonique. Tout à fait. Alors il y a aussi de l'intervention, mais là c'est des psychologues qui interviennent, c'est ça? Tout à fait. Oui. Vous pouvez avoir des visites au centre suite à un deuil ou par suicide ou avec un enfant, un parent qui a des idées ou qui... Voilà, suite à un deuil, après un suicide. Donc ça demande aussi des compétences spécifiques. Oui. Alors parce qu'on a parlé du recrutement des écoutants, il y a aussi des appelants, il faut que ce soit simple et pratique pour eux. Donc il y a un numéro vert, c'est le 0800 32 123, voilà. 32123, voilà. C'est assez simple. C'est 24 heures sur 24. Et 7 jours sur 7. Et 7 jours sur 7, voilà. Et vous êtes combien quand vous travaillez, vous êtes combien à ce moment-là? Un écoutant, un bénévole par ligne, justement. Et combien il y a de lignes? Il n'y en a qu'une. Ah oui, il y en a qu'une. Donc si on appelle et qu'il y a quelqu'un qui parle, la ligne est occupée. Il faut rappeler plus tard. Oui. Il arrive parfois qu'il y ait deux bénévoles en même temps, mais généralement, c'est... un bénévole par... C'est ça, donc on ne sait pas très bien s'il y a beaucoup de gens qui appellent en même temps ou pas, mais on essaie de traiter leurs appels. C'est pour ça que la durée aussi a son importance, qu'on limite en tout cas à 20 minutes. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent appeler. Donc il y a ces forums sur Internet qui permettent
finalement d'avoir un dialogue à côté de l'appel téléphonique. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui aujourd'hui se demande s'il doit appeler cette ligne ou pas? En tant qu'appelant, hein? Oui. Mais je pense que... Je ne sais pas, un conseil, c'est difficile parce que la règle d'or, justement, dans l'écoute, c'est de n'être jamais dans le conseil, en fait. Donc ça, c'est vraiment peut-être la chose la plus difficile en tant que... Donc le conseil, c'est ne conseillez rien. Non. Écoutez, vous dites juste, il y a une ligne où vous pouvez parler. Voilà, c'est ça. Quelqu'un vous écoutera. Voilà, exactement. Quelqu'un vous écoutera, vous comprendra, essayera d'éclaircir une situation, parce que souvent, les gens ne voient plus clair, en fait, c'est ça. Et donc ça, c'est important aussi de pouvoir éclaircir une situation et de l'apaiser. Ça, c'est important. Alors, le chiffre à Bruxelles, c'est qu'il y a les derniers chiffres disponibles, c'est qu'il y avait à peu près 120, 130 suicides, donc décès par an, ce qui est quand même important. Donc, on se retrouve avec des milliers d'appels au bout du compte ici. Bien sûr, moi je ne suis absolument pas dans les chiffres, etc. Mais je vous dis, à chaque fois que je prends la ligne, c'est très rare de ne pas avoir d'appel. Vraiment. Donc, sur 2 heures, je suis en général à 6, 7 appels. Voilà. Donc, vous aviez dit, Élise a dit aussi que c'était un peu des appels de tout style, de tout type de gens, mais avec chaque fois quand même une grande misère humaine, c'est ça que vous disiez? Oui, vraiment. Une misère. Et des gens de tous âges aussi? De tous âges, oui. Ça peut être des personnes âgées. Évidemment, on n'a pas d'enfants, parce que là, il y a une ligne spéciale enfants. Dès qu'on sent qu'il y a une voix très jeune, donc ça aussi, on interroge un petit peu et on l'oriente. Voilà. Mais vraiment, oui, je pense que c'est aussi de tout milieu aussi. Tout milieu. Et pendant le Covid, c'était très différent? Pas très différent, mais disons qu'on sentait une urgence par rapport à voilà, les gens étaient encore plus isolés, avaient une crainte par rapport à la maladie, et oui, ils étaient un peu dans la panique. Donc le phénomène avait plus d'ampleur, pas spécialement, il n'y avait pas plus de cas nécessairement, mais ils étaient plus critiques. C'est ça. Et ils appelaient aussi par rapport aux angoisses de l'isolement, des personnes isolées. On a eu beaucoup de détenus à ce moment-là qui ne pouvaient plus recevoir. Pas de visite à ce moment-là. Exactement. Oui. Merci Marie d'être venue nous expliquer tout cela. Je vais rappeler le site internet, c'est préventionsuicidesenunmot.be. Le numéro de téléphone, c'est 0800 32 123. Et on attend beaucoup d'écoutants bénévoles chez Prévention Suicide. Exactement. On a envie de développer ça encore davantage et peut-être plusieurs lignes, qui sait. Merci en tout cas d'être venu nous expliquer cela. On se quitte avec Va à la plage dans Question de chance.